La pauvreté de la jeunesse, c'est une réalité, que ce soit au Burkina Faso, mais bien d'autres pays africains. Nous allons tenter de répondre à cette question, la problématique de la pauvreté de la jeunesse. Comment surtout sortir de cette pauvreté-là? Quelles sont les solutions que vous avez proposées également? Vous allez suivre tout ça dans le micro-trottoir, donc dans un œil sur la société, suivi de la phase commentaire avec M. Sibiri Kieno qui sera là. Il est professeur de SVT. Avec lui, nous allons développer cette thématique ensemble. Ça sera dans un œil sur la société. Bien avant cela, vous aurez donc l'information également à travers la revue de presse et vous aurez donc la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Madame Marceline Toussoala. Donc, elle est présidente de l'action communautaire pour le bien-être de la femme et de l'enfant au Burkina. Et nous serons également avec Madame Sylvie Zougrana, qui est sage-femme d'État et membre de l'association des sages-femmes du Burkina. Avec nos invités, nous allons parler donc d'une thématique importante. Il s'agit de la violence gynécologique et obstétricale. Si vous voulez, lorsque les femmes partent pour accoucher, souvent il y a des difficultés avec les sages-femmes qui les verbalisent souvent. Bon, il y a des cas malheureux même qui sont arrivés. On va parler de tout ça, surtout avec des agents de santé aussi, pour comprendre pourquoi ça arrive. Merci donc de nous renouveler votre fidélité. Mais comment débuter cette aventure sans vous souhaiter donc une excellente journée, vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre matinée a été arrosée, pour ne pas dire au cours de la nuit, nous avons eu une pluie bienfaisante parce qu'il le fallait. Il faisait très chaud hier soir et grâce à la pluie, ça ne donne pas envie donc de se cloîtrer donc entre quatre murs, ça donne juste envie d'être à l'air pur. On vous invite de profiter donc de cette matinée. Nous sommes là pour vous tenir compagnie jusqu'à 9h00. L'aventure démarre tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte de. Nous sommes à Tébélé cette semaine pour vous faire découvrir la cour royale de Tébélé. Alors nous partons pour découvrir encore cette cour royale à travers le témoignage que nous vous proposons. Et là, c'est le palais royal de Tébélé, habité par plus de 300 personnes qui y habitent là-dedans, avec ces belles images que nous avions héritées de nos arrière-parents. Et nous continuons aussi de le pérenniser à travers nos jeunes filles ou encore nos jeunes femmes qui sont dans la cour et dans les environnants. Le palais, il y a des notables qui sont devant le palais, et puisque Tébélé compose 67 petits villages. Et dans tous ces 67 petits villages, chaque chef reconnaît sa pierre dont il doit s'asseoir, il doit s'installer, si toutefois sa majesté convoque une rencontre devant le palais. Voilà. Donc les notables sont choisis, ou encore eux, ils sont destinés à siéger devant le palais. Vous verrez sous l'arbre là, les pierres qui étaient sous l'arbre là, ça c'est réservé uniquement au prince de la cour royale de Tébélé. Oui, il y a le palais de justice juste à l'entrée. Voilà, bien avant que l'administration n'arrive, c'est-à-dire la gendarmerie, la police et autres là, si toutefois on arrêtait les délinquants, c'est là-bas on les gisait. À côté du tas d'immondices, vous verrez un petit bois juste à côté là. C'est là on les attachait là-bas en attendant le jour de procès. Donc le jour de procès, ils sont destinés à être gisés dans ce palais de justice-là. Ok, à quoi aujourd'hui, est-ce que ce palais a encore... Bien sûr que ce palais continue toujours de juger des délinquants, puisque c'est ceux qui ne reconnaissent toujours pas la tradition ou encore la coutume. Sinon, nos vieux qui sont dans les villages environnants ou encore dans les environnants, là, ils savent l'importance des chefs traditionnels. Donc si toutefois il y a un problème à quelque part là, ces vieux-là arrivent à ramener ici ce problème-là pour que ça puisse être résolu. D'autres arrivent à aller poser plainte au niveau de la gendarmerie ou encore de la police, mais les vieux qui sont dans ces familles-là repartent là-bas, retrancher ou encore retirer leur plainte là et revenir au palais ici pour que ça puisse traiter. C'est à cause des peintures murales là que les gens viennent visiter. Et nous, on est né trouver ça, nos parents sont nés trouver ça. Et donc ils nous ont enseigné, ils nous ont montré comment est-ce que ça se fait et pourquoi nous ne devrons pas quand même la laisser tomber. C'est pourquoi nous aussi, c'est de notre devoir afin de le pérenniser. C'est pourquoi chaque année, nous essayons d'organiser des séances de formation et de sensibilisation afin de pouvoir initier nos jeunes filles. Ils sont là dans les différents établissements là afin de pouvoir acquérir de ces peintures là pour ne quand même pas laisser tomber un jour. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, vu l'insécurité qui sévit le pays, et la Covid aussi qui sévit le pays, ce taux a considérablement baissé.
Bien avant 2014, là, on pouvait compter des milliers de touristes qui venaient. Des milliers de touristes qui venaient. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours, là, particulièrement de 2019 jusqu'à aujourd'hui, par an, si nous gagnons 100 même, c'est trop. Voilà, donc pour quand même quelqu'un qui aimerait visiter Tiebélé, ou encore qui n'a jamais entendu parler de Tiebélé, comme le monde a changé, ça évolue, avec les réseaux sociaux, les gens passent par là-bas pour connaître ou encore pour avoir un peu l'histoire de Tiebélé. Une fois, il a cette histoire-là, la personne se déplace ou encore se renseigne de comment il peut arriver à Tiebélé. La cour royale de Tiebélé, avec ses belles peintures murales, ou encore nous l'appelons la commune des 1000 couleurs. Les gens ont tendance à vraiment venir visiter ces 1000 couleurs-là parce qu'il n'y a plus un autre coin où il y a ces peintures-là. Même si vous verrez des coins où il y a ces peintures-là, c'est très différent de ce que nous faisons. Et c'est très différent puisque la technique même de pouvoir faire ces peintures-là est différente des autres. Par exemple, il y a des matériaux que nous utilisons pour faire, ce sont des matériaux traditionnels où ça ne se trouve pas partout ailleurs. Avec les changements climatiques, là, bien vrai que c'est un peu compliqué, mais avec ce changement-là, nous essayons toujours, avec la collaboration de nos mamans, de trouver ces matériaux qui ne sont pas à côté, mais à la frontière ghanéenne, pour qu'enfin elles puissent quand même redonner l'image datant de nos parents. Le sérieux problème qui fait que c'est ainsi là est que les maisons sont vraiment en ruine. Puisque vous voyez même les eaux de pluie qui tombent de ces dernières années où nous n'arrivons plus vraiment à retenir ces maisons-là. Voilà. Et si vous voyez bien, il y a une différence de construction. Et cette différence d'aujourd'hui là, ça nous a vraiment emporté. Puisque la manière dont nous construisons les maisons et d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Actuellement, nous construisons avec des briques. Et là, ce n'était pas des briques qu'il faudrait construire avec. Et pourquoi nous construisons avec des briques? Parce qu'il y a manque de moyens. Ça fait que nous ne pouvons pas reprendre le système, mais c'est d'aller avec les briques là. C'est un peu ça la particularité. Les conditions pour visiter le palais, nous avons jusqu'à 3 modalités. En fait, 2 modalités pour l'entrée. La dernière modalité, ça c'est pour le guidage. Pour l'entrée, nous avons 2 tickets d'entrée. Il y a les tickets nationaux et les tickets internationaux. Les tickets nationaux, ça coûte 1000 francs par personne. Et les tickets internationaux, ça fait 5000 francs par les occidentaux, par les internationaux. Et c'est avec ces recettes que nous avons encore, nous recevons là, nous essayons de collecter ça pour pouvoir relancer la peinture. Les peintures murales, c'est vraiment des tas de matériaux qu'il faut mettre ensemble afin que ça puisse quand même donner ces peintures-là. Vous avez le kaolin qui est utilisé, vous avez la latérique qui est utilisée, vous avez les bouts de vache qui sont utilisés aussi, vous avez les cacs de néré aussi qui font partie. Donc c'est tout ça là qui font les matériaux là et que nous utilisons pour quand même mettre la peinture. Les différentes formes, vous avez le macramé, les ailes d'épervier, les scarifications. Il y a plein de signes qui sont sur les murs là et nos parents essayent quand même de nous relater ça afin d'avoir au moins l'histoire de la tradition et de ne quand même pas laisser tomber. Bien sûr, il y a des interdits. Ouais, pour un étranger qui aimerait visiter le palais, d'abord il ne faut pas venir ici avec un habit rouge ou encore une casquette rouge. Peu importe ton matériel que tu as là, il ne faudrait pas que ça soit en rouge. Pourquoi? Le rouge est interdit au palais.
African TV, la télévision des nouvelles idées. Et pour la suite de cette émission, nous allons vous donner les titres que nous pouvons lire à la une des différents journaux ce matin. Alors, on part pour la revue de presse. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous débutons donc avec le journal Le Pays. Le Pays qui affiche donc à sa une ce matin, mardi politique, Yacouba Barrow, nouveau président de la FUTRB. Donc à ce jour, plus d'1 millier de véhicules ont été détruits dans les attaques des groupes armés terroristes. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le chef de l'État appelle ses compatriotes à consolider donc la cohésion sociale. Toujours à la une du journal Le Pays, présidentiel au Sénégal, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye qui a gagné donc mais Ousmane Sonko, donc selon un Sénégalais vivant au Burkina. Le Sénégal est un pays de démocratie, dixit Ousmane Thiam, bijoutier sénégalais. Révélation bingo. Un individu meurt asphyxié dans un wagon-citerne. Toujours à la une du journal Le Pays, voyage dans le mystère, donc l'éclat du pardon. Commune de Moussodougou, l'agent domanial condamné à 20 ans de prison ferme pour stéliona aggravé. Actu Foot Côte d'Ivoire, les mots forts de caissier pour Gradel. Nous passons à présent au journal donc l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin séjour d'une délégation ministérielle à Nouna. La COSI n'est pas du tout délaissée selon le général Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Toujours à la une donc de l'Obs ce matin, victoire de Diomaye Faye à la présidentielle. Nouvelle leçon sénégalaise de démocratie. Rôle des leaders musulmans pour la paix, les 4 enseignements de l'imam Tieko Tiemtoré. Match amical, après une première sortie ratée, Brahma galvanise ses étalons. Crise dans l'aviation civile, l'ANAC dégage l'espace pour l'équipe de gestion. 13e Jeux africains, le Burkina termine 24e avec 9 médailles. Et sur la victoire donc du nouveau président sénégalais, et vous pouvez lire l'appréciation des lecteurs du Burkina. Nous terminons avec Aujourd'hui au Faso. À la une donc de Aujourd'hui au Faso, Bassirou Diomaye Faye, élu donc 5e président du Sénégal au premier tour avec 53% de voix. De la prison à la présidence, on est président, on ne le devient pas. Burkina Faso, fin des allocations financières pour les missions d'audit dans les zones de résidence. Coopération multilatérale, le nouveau représentant du HCR présente ses lettres de cabinet au chef de la diplomatie burkinabé. Délivrance des documents au Burkina de l'extérieur, les acteurs de la chaîne se concertent pour une célérité du processus. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le chef de l'État appelle ses compatriotes à consolider la cohésion sociale. Forum international sur l'énergie nucléaire en Russie, le Burkina Faso a l'honneur donc à Auto Mexpo 2024. Voici ce que vous pouviez ou ce que nous pouvions lire donc sur les journaux ce matin. Vous avez la possibilité donc de vous procurer ces journaux-là, histoire de lire ces différents titres. En attendant, nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, on va découvrir donc ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. C'est à travers la météo.
Saban TV, la télévision des nouvelles cités. Nous recevons aujourd'hui Madame Marceline Tousoala. Elle est la présidente de l'action communautaire pour le bien-être de la femme et l'enfant au Burkina Faso. Bonjour à vous, Madame Matou. Oui, bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Bon, en principe, on devrait être avec Madame Sylvie Zouglane qui est sage-femme. Elle n'a pas pu effectuer les déplacements. Néanmoins, on va faire l'entretien ensemble. Donc, on parle de violence gynécologique et obstétricale. Mais pour commencer, dites-nous l'histoire ou l'historique de la création de l'ABFAB. Ok, merci bien Madame Nikema. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous les gens de médias qui nous donnent chaque fois l'opportunité de pouvoir nous présenter nos différentes structures et voir nos activités sur le terrain. Et allant dans le sens de votre question, l'ABFAB, Action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina, et c'est une organisation féminine qui est créée en 2011 par un groupe de femmes et qui ont eu l'idée de se mettre ensemble et pour créer cette structure-là et lutter contre les droits des femmes. Contre les droits des femmes. Oui. Et l'objectif principal, donc, c'est lutter contre les droits. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par droits des femmes? Les droits des femmes, je me dis que c'est la promotion, la promotion des droits des femmes. Et puisque nous voyons de nos jours, on voit que les femmes sont beaucoup brimées. Donc, c'est une idée qui nous est venue de nous mettre ensemble, un groupe de femmes, pour créer cette structure-là et pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme. Et généralement, c'est quoi en fait comme activité, ce que la BFAB organise comme activité? Ok, merci bien. Bon, la BFAB mène plusieurs activités sur le terrain. Et elle mène des activités de sensibilisation, c'est-à-dire d'informer, d'éduquer et de communiquer avec sa cible, la communauté, et pour un changement de comportement continu. Et en plus de ça, la BFAB mène des activités de prise en charge des cas de certaines violences, et généralement la lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous menons encore des activités de plaidoyer et pour plaider avec les décideurs politiques et pour leur adhésion à nos différents programmes. Nous menons également des activités d'AGR, ça veut dire les activités génératrices de revenus des femmes. Donc nous avons pas mal d'activités que nous menons sur le terrain. Pas mal d'activités. Et l'une de vos activités, d'ailleurs que vous avez tenue récemment, la semaine dernière, c'est notamment la sensibilisation sur les violences gynécologiques et obstétricales. Parce que vous êtes engagé aussi dans la lutte contre ces VGO-là, violences gynécologiques et obstétricales. Oui. Pourquoi en fait cette lutte d'abord? Ok, merci bien Madame Nikema. Parce que lorsqu'on parle de violences basées sur le genre,
Ça veut dire que les violences gynécologiques et obstétricales sont un terme très récurrent des violences basées sur le genre, que les gens en trouvent un sujet tabou et qui n'en parlent pas. Et l'ABEFAB, dans son dynamisme, travaille beaucoup sur les violences basées sur le genre avec pas mal de partenaires ici au pays. Et si nous luttons contre ces violences basées sur le genre et nous ne discutons pas de toutes ces formes, ça veut dire que nous n'allons pas atteindre nos objectifs. C'est de ce pas que l'ABEFAB a eu l'idée, et en partenariat avec son partenaire Feminist Opportunity Fund, NOW, pour lutter contre ces violences gynécologiques et obstétricales. Maintenant, venons-en un peu à l'explication. C'est vrai que ces questions étaient tournées plus vers la sage-femme qui devrait être sur le plateau. Néanmoins, vous êtes une femme. Donc, quand on parle de violence gynécologique et obstétricale, c'est quoi? Comment on peut définir cette notion? Ok. Et parlant de violences gynécologiques et obstétricales, si on parle de ces violences-là, et ça fait référence vraiment aux formes de maltraitance, aux violences physiques, et violences verbales, les violences psychologiques, et subies par les femmes lors de leur consultation gynécologique ou soins obstétricaux. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces violences-là. Donc, vous avez dit, ça c'est pas forcément à l'accouchement. Même quand vous partez pour les baiser, ces violences-là peuvent exister. Oui, c'est pas forcément à l'accouchement, parce que quand on parle de gynécologique et obstétricale, en matière de gynécologie, on voit la santé sexuelle et reproductive. Ça veut dire que la femme peut se faire consulter à tout moment lorsqu'elle elle sent le besoin de le faire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'une femme en consultation peut subir toute forme de maltraitance. Comment concrètement, en fait, ces maltraitances ou ces violences peuvent se manifester selon vous? Ok, merci bien, madame. Et lorsque je vous parle, par exemple, de violence verbale, ça veut dire que lors de la consultation, et la femme peut subir des injures venant de la part des agents de santé. Et elle peut subir des maltraitances. Et le pire même, ça veut dire qu'il y a certaines femmes où les agents de santé ne demandent même pas leur avis pour pratiquer vraiment une consultation sur elles. Donc voilà pourquoi nous parlons. Si Mme Zungrana était là, elle allait mieux vous expliquer. Mais ce que nous, en tant que femmes, nous subissons lors des consultations, nous, on vous en parle. Mais maintenant, à leur niveau, qu'est-ce qu'elles constatent également du côté des femmes? Et elle allait mieux nous expliquer cela. Voilà. Donc, il y a la violence verbale, comme vous l'avez dit. Oui. Souvent aussi, on a l'impression que certaines sages-femmes ou gynécologues manquent d'écoute. Oui. Parce qu'il y a des femmes, même souvent, pour expliquer certaines choses, elles sont gênées ou pratiquement elles ont peur souvent. Parce que ces agents de santé ne sont pas forcément disponibles à écouter jusqu'à terme. Alors que quand on parle de l'intimité aussi, bon, tout le monde n'est pas assez ouvert. Je veux parler des femmes, bien sûr. Oui, c'est ça, effectivement. Et le manque d'écoute, parce que c'est comme je vous l'avais dit au départ, c'est un sujet vraiment très sensible. La femme, c'est bien vrai que c'est son corps, mais elle a souvent honte d'exprimer ce qu'elle ressent. Et de ce fait, on voit qu'il y a quand même certains professionnels de la santé qui ne sont pas intentionnés. Et lorsque la femme est en train d'expliquer, par exemple, son mal, elle ne peut pas le dire ouvertement. Oui. Et on sent vraiment une agression, une agressivité à leur égard. Donc je pense que généralement, ce sont les sages-femmes qui discutent avec nous. En tant que femmes aussi, elles devraient aussi comprendre et puis pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Est-ce que dans les violences gynécologiques et obstétricales, on peut parler de violences physiques? Ça peut arriver? Oui, ça arrive. Il y a également les violences physiques.
parce qu'il y a certaines femmes qui subissent des, comment on appelle, des agressions même, elles sont souvent brutalisées, elles subissent des agressions même lors de l'accouchement même, elles peuvent être agressées et tout. Donc ça fait dire que ce sont des violences physiques, et gynécologiques et obstétricales. Maintenant, c'est une réalité, Madame Tou. Quels sont les obstacles ou les difficultés liées même à l'accès aux services gynécologiques et obstétricales pour les femmes en fait, les obstétricaux je veux dire, les services gynécologiques et obstétricaux? Ok, et ce que je peux dire par rapport à ça, ça veut dire que les difficultés, et au Burkina Faso ici, nous sommes vraiment confrontés à une double crise. On a la crise sécuritaire et la crise humanitaire. Et ça fait que beaucoup de femmes n'ont pas accès facilement aux centres de santé. Donc on peut parler de ce point de vue. Et souvent les femmes qui doivent parcourir beaucoup de distances pour atteindre les différents centres de santé avec l'insécurité que nous avons présentement. Et également, c'est le coût même. Le coût des produits, ça veut dire que au moins le gouvernement a fait l'effort en ce qui concerne le coût en matière de santé. Mais lorsqu'il y a consultation, ce qui vient après, c'est ça le problème, le coût des produits, le coût des consultations. Rencontrer un gynécologue aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée et pour toutes les femmes, ce n'est pas à la portée également de toutes les femmes. Donc on peut parler des coûts de soins et l'éloignement des centres de santé et également les femmes qui ne sont pas informées. Ça veut dire qu'en matière de droit en matière de santé sexuelle et reproductive, et on a toujours beaucoup à faire. Il faut informer les femmes par rapport à leurs droits en matière de santé sexuelle. Et celles qui sont informées sont souvent réticentes. Hein. Elles se considèrent que c'est des sujets tabous, tout ça. Au départ, c'est ce que je disais. Effectivement, il y a les pesanteurs, les barrières socioculturelles également. On en trouve chaque fois que ce sont des sujets tabous et personne ne veut en parler. Même quand la femme a son mal, elle ne sait pas avec qui discuter, elle marche avec le mal. Et pourtant, il faut en parler pour ne pas contaminer les autres. Parce qu'il y a certains mots qui sont, comment on appelle, qui sont transmissibles. Donc, voilà pourquoi il faut beaucoup de sensibilisation sur le terrain, sensibiliser les femmes, la population tout entière et par rapport à ce thème-là. Parlons maintenant des activités que vous avez tenues. C'était la semaine dernière, je crois. C'était quoi exactement, activités sur ces violences gynécologiques et obstétricales? Merci bien, Madame Nikema. Et effectivement, nous avons débuté nos activités par un renforcement de capacité de 40 femmes leaders. Okay. Et ces 40 femmes leaders sont outillées aujourd'hui à être des relais au sein de la communauté, de leurs différentes communautés. Et la deuxième activité a consisté à un plaidoyer auprès des leaders coutumiers et religieux, les membres de la délégation spéciale, les agents même de la santé. Et nous avons invité également le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Femme. Et nous avons invité également les leaders des femmes et qui sont dans la communauté. Nous avons vraiment fait le plaidoyer auprès de ces couches-là parce que nous connaissons également leur capacité de frappe dans les différentes communautés. Donc, nous avons mené cette action de plaidoyer auprès d'eux pour leur adhésion d'abord au projet et leur engagement à nous accompagner dans cette lutte-là. Et la troisième activité également sur le terrain, c'est les activités proprement dit terrain qui consistent à informer, éduquer et communiquer avec la population tout entière
et pour reconnaître quand même le droit des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc ça veut dire que tout le monde est impliqué et la sensibilisation concerne toutes les couches, les femmes comme les hommes, comme les jeunes. Voilà, donc ce sont les 3 activités phares que nous avons menées jusque-là. Et notamment les activités de la semaine dernière, c'était à quel niveau? C'était au siège de l'ABEFAB? Oui, l'activité des plaidoyers, c'était au siège de l'ABEFAB. Okay. Voilà. Maintenant, pour en fait votre engagement pour le bien-être de la femme ou pour le respect des droits de la femme, comme vous le dites, ou sinon pour même éradiquer les violences gynécologiques et obstétricales, est-ce que vous ne rencontrez pas en fait des difficultés dans ce combat? Oui, ça veut dire dans toute activité, il y a toujours des difficultés. Et ces difficultés sont d'ordre vraiment, comment je peux dire ça? Parce qu'il y a le manque même de ressources d'abord. Pour l'organisation des Voilà, parce que pour l'organisation des activités, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, nous avons besoin vraiment de ressources pour arriver à atteindre nos objectifs. Et également, nous avons besoin de l'accompagnement vraiment des uns et des autres et pour pouvoir toujours lutter contre ce fléau. Et également les activités terrain. Et lorsque nous arrivons dans un endroit pour la sensibilisation, les hommes ne veulent pas s'impliquer. C'est une difficulté. Ah oui. Parce que les hommes se disent que non, c'est une affaire de femmes. En matière de santé sexuelle et reproductive, quand on parle surtout des violences gynécologiques et obstétricales, ils se disent non, c'est une question de femmes. Alors qu'on a des exemples d'hommes qui ont eu à s'en prendre à des sages-femmes ou à des gynécologues. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une affaire de tous. Et voilà pourquoi, sur le terrain, nous avons du mal à gérer certaines questions. Parce que pour les hommes, c'est une affaire de femmes. Pourtant, les hommes également doivent s'impliquer dans cette lutte-là pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Est-ce que la collaboration passe plutôt bien avec même les sages-femmes et gynécologues? Parce que, quoi qu'on dise pour ce sujet, par exemple, on peut dire que les sages-femmes, par exemple, sont pointées du doigt. Est-ce qu'elles acceptent de venir quand même expliquer leur réalité? Mais oui, parce que lors de la séance de plaidoyer, il y avait pas mal de sages-femmes qui étaient présentes. Voilà, Madame Zungurana même devrait m'accompagner sur ce plateau pour un peu expliquer leur vécu, leur réalité aussi. Parce que les exemples qu'elles ont donnés, on voit que effectivement le problème se situe au niveau des deux côtés. Parce que moi, je peux donner l'exemple d'une sage-femme qui a donné l'exemple. Une femme qui est venue en travail, elle était là en travail depuis mercredi. Et son mari est venu lui dire que non, normalement, ma femme doit accoucher jeudi. Quand je suis allée consulter un marabout, le marabout m'a dit que normalement, ma femme doit accoucher jeudi. Donc, il faut laisser ma femme telle qu'elle est. Jusqu'à jeudi, elle va accoucher. Pourtant, la femme est en travail. Elle est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sage-femme nous a posé la question. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on allait faire? Ah oui, ça c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Donc parfois, lorsqu'on ne les écoute pas, nous jetons la balle également aux sages-femmes. Pourtant, le problème vient des deux côtés. Donc, voilà. On aura certainement une autre émission où on va avoir la représentante des sages-femmes aussi pour lui parler de tout ça. Comme ça, on va avoir leur opinion. Et vous avez parlé tantôt des difficultés, mais quand même, est-ce que des activités que vous organisez, vous avez des retours? Vos attentes sont en train quand même d'être atteintes? Oui, c'est bien vrai que nous venons de commencer les activités. Mais d'ores et déjà, lors même de la formation, et je peux dire que
lorsque nous avons fait la formation, il n'y avait même pas une semaine entre la formation et le plaidoyer. Je peux dire que déjà il y a quelque chose de positif, parce que lorsque les femmes, celles qui ont été formées, c'est elles qui ont été les communicatrices lors du plaidoyer. Nous n'avons pas pris un expert, ce sont les femmes qui ont été formées. Nous avons identifié 2 jeunes femmes très dynamiques qui ont pris ce relais-là pour mener l'activité de plaidoyer auprès des leaders communautaires et des leaders religieux, auprès des parties prenantes que nous avons invitées à cette activité de plaidoyer. Alors, pour terminer, selon vous, Madame Matou, quel serait en fait, bon, on ne va pas dire le bâton magique, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin, pour réduire un tant soit peu ces violences gynécologiques et obstétricales? Oh, merci bien, Madame Nikiema. Et la lutte, elle est longue. Hein? La lutte, elle est longue. Mais nous avons espoir qu'un jour, nous allons y arriver. Et on ne peut pas arriver seul, sans vous les médias, et sans même l'adhésion de la communauté, et sans toutes les parties prenantes. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est toujours mener des plaidoyers auprès de vous, également les membres de médias, parce que nous avons une activité après, une autre activité de plaidoyer auprès des médias, et pour leur adhésion également au projet, voir dans quelle mesure ces personnes-là, ces personnes qui sont écoutées partout dans le monde, ces personnes qui sont des vrais leaders dans nos différentes communautés, peuvent nous accompagner dans l'atteinte de nos différents objectifs. Et je sais que nous allons y arriver avec l'accompagnement de tout un chacun. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Tou, d'être passée sur notre plateau. Quel serait votre dernier ou votre mot de fin, en fait? Et mon dernier mot, c'est de vous remercier. C'est de vous remercier pour l'opportunité toujours que vous nous donnez de pouvoir présenter nos différentes structures et puis présenter nos activités que nous menons sur le terrain. Cela peut permettre à d'autres personnes qui ne connaissaient pas l'association de pouvoir mieux connaître l'association et d'approcher l'association et pour voir exactement ce que nous menons comme activité et pour vraiment nous accompagner dans cette lutte-là. Mes mots, c'est toujours le grand merci et à votre maison, à votre directeur et à tout le staff et pour vraiment votre accompagnement. Merci beaucoup. Merci bien. Merci d'être passé. Restez avec nous. Je rappelle que Madame Marceline Tousoala est présidente de l'action communautaire pour le bien-être de la femme et de l'enfant au Burkina, en abrégé ABFAB. Alors, on va donc s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Inviter la jeunesse à travailler, à s'efforcer, à faire mieux que ce qu'ils faisaient avant, parce qu'on dit que le travail paye. C'est vrai que l'État aussi a sa part de responsabilité, mais il faut d'abord que la jeunesse elle-même s'investisse dans le travail. Voilà, c'est vrai déjà qu'il y en a qui travaillent, mais quand tu fais un effort X et puis ça ne paye pas, il faut aller à un effort plus que ça. Voilà. Les métiers auparavant qu'on négligeait, les métiers qu'on se disait que c'est des sous-métiers, il faudrait qu'on arrête cette idée donc de dire que c'est des sous-métiers et de travailler. Voilà. Et inviter aussi le gouvernement à aider donc la jeunesse avec les aides financières, alors, de manière à ce qu'on puisse donc s'en sortir donc de cette pauvreté. Voilà, parce que les pays ne sont pas pareils. Nous sommes dans un pays sahélien où souvent il y a un peu de limite par rapport à ces pays côtiers, mais ce que nous avons ici nous permet donc de nous en sortir mieux que voilà. Donc je peux dire que c'est de travailler, c'est de travailler. Pour sortir les jeunesses de la pauvreté, je pense qu'il y a plusieurs moyens pour arriver. Mais d'abord, je pense que l'État doit voir ça en créant des entreprises. Là, moi-même j'ai un projet, mais je n'arrive pas, j'ai pas de financement, je n'arrive pas à le développer. Donc c'est pas. C'est ça aussi, il faut créer les financements pour les jeunes qui ont les projets. Je pense que l'État m'avait déjà commencé à faire ça, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est très important. Oh, selon moi, la jeunesse a besoin de soutien seulement, soutien financier. De bon nombre de la jeunesse ont des projets, mais ils n'ont pas les moyens pour se faire avancer. Donc s'ils ont eu des soutiens, ils peuvent s'en sortir facilement. En plus, la jeunesse ne doit pas compter sur l'État. Voilà. Donc il faut vraiment travailler sans vouloir compter sur l'État. Il va falloir que la jeunesse essaie de créer, essaie de créer quelque chose, puisque dans la vie il n'y a pas de sous-métier en fait. Donc c'est à toi d'entreprendre et ne pas compter sur tes parents ni tes amis. Je pense que c'est cette option qui va vraiment délivrer en fait la jeunesse burkinabé de la pauvreté. L'État peut vraiment encourager les jeunes dans le cas où vraiment s'il y a de moyens financiers, vraiment organiser les jeunes, demander qui a créé quelque chose et il veut qu'on le soutienne. Le peu que ce jeune va recevoir, il saura comment faire produire avec ce qu'il a reçu. Ce que la jeunesse peut faire pour sortir de la pauvreté, c'est l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat. Mais vous savez que l'entrepreneuriat aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre les mains vides. Voilà, il faut que l'État veille à ce que les structures financières, les banques, puissent pouvoir prêter les jeunes à des taux vraiment très bas. Parce que quand vous voyez dans les banques, les prêts, les taux de prêt là, c'est très élevé. On ne peut pas prendre ce genre de prêt là, aller investir et puis s'en sortir. C'est compliqué. Et puis il faut que l'État aussi maximise sur la formation professionnelle. Et de nos jours, vous voyez l'école, nous tous on a fait l'école mais on est assis. Le travail que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'école. Il faut que l'État maximise sur la formation professionnelle. Nous disons merci donc à tous ceux qui ont donné leur avis dans ce micro-trottoir et merci à Ketoura Saint-Poré pour ce micro-trottoir. Nous retrouvons à présent sur ce plateau le professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre, donc de Komsilga, M. Sibiri Keno, qui est notre invité pour cette chronique. Bonjour à vous, M. Keno. Bonjour, maman. Bienvenue sur ce plateau et les gens de Komsilga. Oui, ils vont bien. Il a plu là-bas hier? Oui, un peu. Ah, un peu. Alors, du coup aussi, comme vous avez pu le donc, ce qui fait qu'il y a un peu de fraîcheur. Il y a un peu de fraîcheur. Ça va. Ce matin, je me disais que je n'avais pas envie, en fait, de rentrer dans une maison. Je préférais être, voilà, à l'air libre parce qu'il fait très beau, très beau temps. Alors, on parle de la pauvreté de la jeunesse. C'est un thème vaste, hein. Oui, on va répondre quand même à quelques questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la pauvreté de la jeunesse? Et on va parler de la pauvreté sur le plan financier, sur le plan économique. Okay. Voilà, parce qu'on pourrait définir ça autrement. Mais sur le plan économique, sur le plan financier, quand on dit tu es pauvre, ça veut dire simplement tu n'as pas d'argent ou bien tu as peu d'argent. En tout cas, ce que tu gagnes n'arrive pas à couvrir tes besoins. Oui. Et donc, on va dire que tu es pauvre. Tu es pauvre. Tout simplement. Ou sinon tu ne gagnes rien pour le moment. Voilà. Moi, je crois le cas avec de ceux qui sont toujours en études, là, qui ne gagnent rien financièrement. C'est ça. D'accord. Maintenant, quand on parle de la pauvreté de la jeunesse, pour le cas du Burkina, est-ce qu'on peut, je veux parler du système, peut travailler à sortir la jeunesse de la pauvreté, ou bien ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent s'en sortir et sortir en fait de la pauvreté, selon vous? Je crois qu'il y a les deux en même temps, les deux à la fois. Alors, en même temps que les adultes, les parents, alors l'État, alors les entreprises essaient de s'organiser pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, à se frayer un chemin. Alors, dans le monde de l'emploi, avoir de l'argent, il faut que les jeunes aussi soient décidés, qu'ils soient organisés à leur manière pour pouvoir rentrer dans le système qui leur est dédié pour sortir de la pauvreté. Donc, c'est les deux en même temps qui vont faire que les jeunes vont sortir de la pauvreté, à mon sens. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre même par jeunesse? Qu'est-ce qu'on loge dans le jeune? Qui est-ce qu'on loge dans le jeune? Si on considère ce que les textes, et en tout cas, par exemple, la charte africaine de la jeunesse, alors, elle définit le jeune comme une personne qui est âgée de 15 à 35 ans. Voilà, dont l'âge varie entre 15 et 35 ans. Voilà. Ça, c'est dans le système de loi. Alors, généralement, c'est comme ça qu'on définit le jeune. Maintenant, quand vous prenez dans nos traditions, ça peut aller au-delà. Alors, quand vous prenez dans nos villages, quand la famille s'assoit, alors, quelqu'un peut avoir 50 ans et puis on le classe parmi les jeunes toujours. Ah oui. Parce qu'il ne peut pas se classer parmi les vieux. Parce que 50 ans, dans nos traditions, on n'est pas forcément vieux. Voilà, donc c'est un peu ça, les jeunes. Voilà. D'accord. Alors, parlons d'accompagnement en fait, de la jeunesse. Qui doit accompagner la jeunesse afin que cette jeunesse-là puisse se frayer un chemin pour sortir de la pauvreté? Alors, je pense que j'ai tantôt évoqué les parents. Les parents ont un rôle de premier plan à travers l'éducation familiale et puis l'éducation scolaire. Alors, il faut que les enfants aient des diplômes. Il faut aussi que après ces diplômes-là, après l'école, il faut que le gouvernement et puis les entreprises aient vraiment un système qui permet aux
aux jeunes d'avoir des stages et d'être employés dans les entreprises, ou bien permettre aux jeunes de créer leur propre emploi. Voilà. Par exemple, tu as fini l'école, tu peux t'installer à ton propre compte et puis travailler et tu vas être un employeur. Voilà. Et même si tu ne seras pas tout de suite un employeur, en attendant, si tu quittes Ouagadougou pour aller à Saponé ou à Kopselga pour chercher les fruits, les légumes, pour venir revendre, en attendant, tu trouves ton compte. Voilà. Tu es le seul employé de ton entreprise, mais en tout cas, et tu gagnes à manger. Alors, tu peux t'acheter un téléphone, les unités, tu peux t'acheter une moto si ça marche bien. Et je pense que déjà c'est bien. Et plus tard, quand ça va s'agrandir, tu pourras employer d'autres personnes. Voilà, donc tout ça, ça fait partie. Voilà. Mais il faut reconnaître quand même que sur le terrain, il y a des efforts qui sont consentis pour accompagner la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de fonds de soutien à la jeunesse, on parle d'entrepreneuriat, on parle... C'est quand même, il y a quand même pas mal d'efforts. Oui. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais... Oui. Sinon, il y a des efforts déjà. Déjà, au niveau des écoles aujourd'hui, nous, en tant qu'enseignants, on essaie, même quand bien même c'est l'enseignement général qui domine, on essaie déjà de conscientiser les enfants là, pour qu'ils sachent que tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Voilà. Parce qu'il y avait une époque où certains parents dans les villages ne voulaient pas mettre les enfants à l'école parce qu'ils disent qu'il n'y a plus de travail. Parce que pour eux, aller à l'école, c'est devenir fonctionnaire. Mais aujourd'hui, même eux, ils sont en train de comprendre que ce n'est pas possible. Parce que nous sommes engagés pour que tous les enfants partent à l'école. Si tous les enfants doivent partir à l'école. Et si, supposons même que le gouvernement a la possibilité de faire en sorte qu'ils soient des fonctionnaires, qui doit travailler dans l'agriculture, qui doit travailler dans les usines, qui doit travailler dans l'artisanat. Voilà, parce que tous les secteurs sont importants dans la vie d'une nation. Donc c'est un peu ça. Donc de façon logique, nous savons que tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Et il faut même qu'on se dise que même la moitié ne peut pas devenir fonctionnaire. Alors donc à ce niveau-là, nous essayons déjà de sensibiliser dans les écoles. Voilà, pour que les enfants sachent que ce qui les attend. Alors, c'est pas du jeu, la recherche du travail. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux enfants, c'est mieux de finir avec ce qui est facile. La recherche du BPC, du bac là, ça c'est ce qui est facile dans la vie. Après, pour entrer dans le monde de l'emploi, alors c'est pas du jeu. Voilà, donc au niveau des écoles, il y a déjà ce travail qui est fait par les enseignants d'une manière ou d'une autre. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y a déjà un ministère dédié à la jeunesse, un ministère dédié aux emplois, et il y a des sensibilisations qui sont faites même au plus haut niveau. Il y a aussi les fonds dont vous avez parlé tantôt, les fonds qui accompagnent les jeunes qui veulent travailler, qui accompagnent les jeunes femmes, les femmes et puis les jeunes. Donc dans tous les cas, il y a des fonds. Il y a aussi que les entreprises aussi sont engagées. Par exemple, les banques, ils ont cette possibilité d'aider les jeunes. Même quand vous allez dans les caisses locales, il y a en tout cas des prêts qu'on octroie aux jeunes qui veulent travailler. Donc ça, c'est de l'accompagnement déjà. Et il y a les conférences que les uns et les autres organisent, les ONG, les associations, pour sensibiliser la jeunesse et pour qu'elle prenne son destin en main. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui bloque toujours en Afrique ou particulièrement au Burkina Faso? Parce qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes aussi sont toujours au chômage. Qu'est-ce qui bloque en fait la jeunesse burkinabé pour aller à l'emploi? C'est un peu le système dans lequel nous sommes. D'abord le système qui est l'enseignement général, ça bloque certains. Alors par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui est né en ville, qui n'a pas appris à cultiver et il rentre dans l'enseignement général, alors vous voyez que même si cet individu-là, il veut aller dans l'agriculture, la conversion n'est pas facile. Mais par exemple, moi je suis fils de paysan, je suis né et j'ai commencé à cultiver auprès de mes parents. Et on me met à l'école parallèlement. Et je fais les deux en même temps. Même si j'ai fini les études et puis je dois retourner pour élever ou bien pour faire l'agriculture, vous voyez que c'est plus facile. Donc l'enseignement général ne favorise pas une certaine couche de la société. Voilà, parce que quand ils finissent, ils ne peuvent pas facilement rentrer dans l'apprentissage des métiers. Ils ont déjà perdu trop de temps. Il y a ce système-là. Il y a aussi les mentalités. Alors, si on a tel diplôme, on ne doit plus cultiver. Il y a certains élèves des villages même là, quand on gagne le VC ou le bac là, on ne veut plus retourner au village pour cultiver. Alors tu le vois à Ouaga, c'est le tonton, il vient, il reste là-bas pendant les vacances, il ne produit pas. Il ne fait que consommer. Voyez, alors que si tu retournes au village, après ton bac, tu as tout le temps pour faire un champ de sésame,
ou bien un champ de haricots. Récolter, avoir oui, récolter, et puis quand tu vas à l'université, ça va t'aider. Souvent, ils ne savent pas que ce qui les attend à l'université, si tu n'as pas la bourse, c'est pas facile. C'est pas du jeu. Voilà. Donc, il y a ce système-là. Si on est élève, on n'a pas travaillé. Voilà, quand vous dites ça, bon, il y a certains parents aussi, déjà, quand on met l'enfant à l'école, on ne veut même plus qu'il lave les plats. Tout ça, ça le rend paresseux. Bon, c'est que quand il est en attente d'emploi, alors il ne veut pas faire autre chose. Il attend d'être dans un bureau avec ordinateur et puis des papiers, il travaille. Voilà. Il ne veut pas faire un travail, et comment on appelle ça, le travail manuel. Voilà. Donc ça, c'est ce système-là. Maintenant, il y a la paresse aussi. Honnêtement, il y a des gens qui sont paresseux. Voilà. Et tu as eu le diplôme. Alors, tu sais que les parents, visiblement, ça ne va pas. Et toi, tu ne fais que passer le temps au grain, tu prends le thé. Tu ne veux pas faire autre chose. Quelqu'un te dit, viens m'aider, j'ai un chantier là, tu vas faire le manœuvrage. Non. Moi, je suis diplômé. Et j'en connaissais quand nous, on était déjà à l'IDS. Alors, il y en a qui avaient la maîtrise, qui tournaient. Mais qui ne voulaient pas faire de petits concours, même les concours niveau bac, niveau truc là. Non. Voilà, soit c'est, comment on appelle ça, les concours niveau maîtrise. Et il y en a peu. Voilà, ils ne veulent pas aussi faire un métier. Donc, ils tournent. Alors, pour avoir les unités, même, c'est un problème. Mais eux-mêmes, ils ne se regardent pas dans le miroir pour savoir que vraiment, eux-mêmes, ils ont une difficulté. Vous voyez, non? Donc, il y a cette mentalité-là qui est le problème, la paresse. Voilà, le fait aussi qu'on n'est pas honnête. Parfois, l'intégrité manque. Alors, il y en a qui veulent bien employer les jeunes, mais tu le prends 2 jours, ils commencent à te voler. Sinon, il y a des gens qui ont tellement d'entreprises que quand tu le rencontres, tu lui dis, vraiment, moi, j'ai tel problème. Il peut tout de suite dire, viens travailler demain dans telle entreprise. Oui. Mais notre manque d'honnêteté. Ou bien, il y en a même qui peuvent tout de suite aller ouvrir une entreprise juste pour employer un groupe de jeunes. Mais quand ils partent, ils commencent à vendre. Alors, la stratégie qu'ils mettent en place, ce n'est pas pour faire avancer l'entreprise, mais c'est plutôt pour voler au maximum le patron. Les gens qui sont organisés pour tricher contre le patron. Et en ce moment, quand le patron découvre, il est capable même de fermer l'entreprise parce que lui, ça ne lui dit rien. Il y a des gens qui sont tellement risqués. Bon, une entreprise de moyens, ça ne lui dit rien. Voilà, notre manque d'honnêteté. Voilà, ça fait que ça bloque beaucoup de jeunes. Voilà. Et quand on veut travailler à son propre compte aussi, ce qui est difficile, c'est que les gens croient que là-bas, c'est de l'amusement. Parce que c'est toi le boss, il faut que tu t'entoures de beaucoup de rigueur. Oui. Voilà. Et quand tu dois organiser ta comptabilité, il faut organiser correctement. Et tu ne commences pas tout de suite et puis tu deviens un patron. Alors, tu prends les fonds, tu te payes une grande moto, et une moto chère, et puis tu quittes le domicile familial pour aller te louer une maison. Vous voyez que... C'est une vie de boss. Ah oui, en ce moment, ça ne va pas aller loin. On s'offre une vie de boss. En quelques mois, tu as déjà fini le bénéfice. Et quand c'est un prêt que tu as pris, quand c'est un prêt que tu avais fait comme ça, alors à un certain moment, tu auras du mal à rembourser et l'entreprise va se fermer forcément. Donc, comme quoi, il y a même des précautions à prendre avant de financer en fait les projets des jeunes. Ah oui, et beaucoup de précautions. Alors, quelqu'un racontait le cas d'un frère là qui se débrouillait très bien, il avait l'argent et qui voulait soutenir ses autres frères qui n'avaient pas, et qui étaient au chômage. Et il a essayé d'ouvrir une grande quincaillerie, amener le ciment. En tout cas, il a investi beaucoup de millions et demandé à ces derniers-là de s'en occuper et de garder les bénéfices. Mais en moins de 3 mois, ils ont fermé ça. Wow. Parce que quand ils viennent et puis la fille qui est là-bas, les enfants qui sont là-bas ont vendu, ils prennent le bénéfice, ils partent s'asseoir au maquis, ils gèrent seulement. Et quand ça finit, ils envoient quelqu'un chercher. Alors, on ne peut pas faire comme ça, puis ça va marcher. Donc, il y a beaucoup de précautions. Même si tu dois soutenir tes propres frères, il faut vraiment sélectionner celui qui veut travailler. Celui qui a une certaine rigueur et celui qui a la détermination et le courage nécessaire pour conduire une entreprise. Alors, même au niveau des fonds du gouvernement, comme c'est souvent mêlé à de la politique, sinon, on ne peut pas prendre de l'argent donné à quelqu'un qui ne fait rien. Je pense qu'il essaie de faire quelque chose et on l'accompagne. Quelqu'un qui vend une table, quand tu l'aides, il peut élargir ça jusqu'à ce que ça devienne une boutique ou une alimentation. Mais quand quelqu'un est là, il circule comme ça, tu prends l'argent, tu lui donnes. Alors, puisque ce qu'il sait, c'est consommer l'argent. Il ne sait pas produire. Donc tout de suite, il voit l'argent, il ne sait pas que ça va finir. Il va commencer à gaspiller et le capital va partir.
Donc au niveau du gouvernement, il faut vérifier que ces jeunes-là, ils ont un certain nombre de valeurs. Est-ce ils ont la détermination, ils ont le courage, est-ce qu'ils ont l'honnêteté, ils ont le sens même du travail bien fait. Voilà, c'est tout ça qui va faire que, alors, et ça va aller. J'insiste sur le fait que si l'intéressé fait déjà quelque chose, quand on l'appuie, ça va vite. Va vite. Alors on donne à quelqu'un qui est assis, parce qu'il n'a pas de travail, ça ne va pas produire de résultat. Bon. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat et avec la floraison donc, des coachs, des influenceurs et autres, là, sur les réseaux sociaux, vous voyez, on parle d'entrepreneuriat même à 0 francs. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Parce que c'est lié à la jeunesse et à l'emploi. Oui, 0 francs. Et qu'il faut réussir à 0 francs. Oui, devenir milliardaire à 0 francs. Je suis voilà, partie, on attend ça tous les jours. et j'ai ça aujourd'hui. Alors, je crois que même 5M là, ils ont demandé un peu pour te produire de l'argent. Des marques pour multiplier. Bon, c'est pour plaisanter. Hein. Ça, c'était un faux truc pour les gens. Alors qu'ils aiment la gratuité. D'accord. Et 0 francs, et ça dépend. Il y a pour les entreprises à petite échelle, 0 francs ça peut marcher. Je prends un exemple. Moi, je peux me lever le matin, je vais pas voir le patron d'une grande entreprise. J'ai dit, moi, je vais être un valeur ambulant, mais je n'ai rien. Oui. Et s'il a confiance en moi, il peut me donner de la marchandise. Et je bouge, je tourne dans toute la ville, je vends, je reviens reverser l'argent. Et on me donne le bénéfice. J'ai déjà suivi Floby qui donnait son témoignage sur un plateau. Il dit que quand lui vendait les unités au grand marché, parfois, lui il n'avait pas les cartes de 10 000. Mais quelqu'un vient et dit il veut 10 000. Et lui il dit il y en a. Alors il prend l'argent, il court rapidement voir un patron, il vient donner à la personne et il repart prendre ces ressources-là. Vous voyez que ça c'est possible. Donc 0 francs à petite échelle, c'est possible. Maintenant, à partir de ça, si j'ai commencé à prendre à crédit et je tourne pour vendre, pour revenir remettre, j'ai commencé à 0 francs. Et petit à petit, mais si j'arrive à réunir un capital, je ne vais plus prendre à 0 francs. Vous voyez, non, je peux évoluer comme ça jusqu'à devenir un patron. Dans ce sens, c'est possible. Voilà, mais tel que certains conçoivent ça, alors tu es assis, parce que la plupart des gens qui suivent ces derniers-là, ils vont aller demander l'argent, peut-être 25 000 ou peut-être même plus, et 100 000 pour aller suivre une formation d'un coach. Et ils reviennent s'asseoir. Ils sont allés s'asseoir et écouter comment réussir à 0 francs. Ils ont d'abord pris l'argent, allez payer. Ils reviennent s'asseoir. Au lieu de demander un autre fonds pour commencer une activité là, ils sont assis. Ils attendent la prochaine formation du coach là pour aller demander l'argent à l'autre tante qui est à Rayongo là et pour aller suivre la formation. Vous voyez, non? Et ils reviennent s'asseoir, 0 francs. Voilà. Comment vous voyez, non? Donc à ce niveau ça va marcher. Dans tous les cas, ce que je veux dire. Par contre, ce n'est pas en fait. Voilà, 0 francs là, peut-être c'est possible, mais pas 0 valeur. Il faut être entouré. Il faut t'entourer de valeurs. D'accord. L'intégrité, le travail, et ça va marcher. Et les gens vont vous aider. Voilà, dans ce sens-là. Sinon, c'est possible. Ah oui, c'est ça. Alors, M. Keno, on revient à l'agriculture, à l'élevage, en fait, le travail de la terre et de nos parents, comme on a l'habitude de le dire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sortent diplômés, ont du mal à se trouver du travail et sont au chômage. Est-ce que vous pensez que ce sont des secteurs porteurs? On doit y revenir rapidement? Très rapidement, très rapidement. Et je prends un exemple. Quand vous partez au village, avec peut-être 50 000 francs, un jeune peut produire du sésame et puis vendre jusqu'à dépasser 250 000. Ah, ça c'est l'exemple palpable. Voilà, le sésame. Oui. Parce que moi je suis d'une zone de production, c'est dommage qu'avec l'insécurité, alors ça ne va pas là-bas. Mais sinon, avec 50 000 francs, 50 000 c'est juste pour payer peut-être les insecticides et autres. C'est vrai que ça pollue l'environnement, c'est une réalité. Comme si procède du SVD, il faut que je rappelle ça. Ça pollue l'environnement, mais les gens utilisent réellement. Voilà, ils vont produire le sésame, ils peuvent vendre même. Et puis dépasser, c'est quasi 250 000. Wow. Et tu peux avoir un champ d'arachide à côté où tu n'as pas besoin d'utiliser de l'engrais. Tu peux faire le haricot aussi, on n'a pas besoin d'utiliser de l'engrais. Voilà. Donc, puisque déjà, quand tu arrives, le matériel des parents est déjà là. Il y a une charrue, il y a une charrette. Alors, tu peux aller au champ, voilà, pour les récoltes, pour labourer. Et tu n'as pas besoin d'avoir ton propre matériel agricole. Tu peux demander à tes parents. Et puis tu vas produire. Les champs aussi, alors, dans la plupart des gens qui sont propriétaires terriens, ils peuvent avoir les terrains pour le faire.
Oui, non. Mais imaginez que si tu... Et à côté de ça, il peut développer pendant les vacances là même l'élevage, de sorte qu'au sortir de la saison hivernale là, alors il se retrouve avec non seulement le sésame pour vendre, les autres céréales, là, voilà, il vend ça. Et puis il y a aussi des poulets qui sont là, qu'il peut vendre, des chèvres, vous voyez non. Alors, donc pendant les vacances, par exemple un étudiant qui est à Ouagadougou ou bien à l'université de Koudougou, pendant les vacances, s'il repart au village et puis il va travailler. Alors, même si l'école reprend en octobre, il n'arrive pas à récolter, c'est pas grave, ses parents sont là pour ça, ils vont l'aider à récolter. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Et dans le champ, il n'y a pas que le sésame et autres. Tu as les noix de karité que tu peux ramasser. Et puis avoir de l'argent. Est-ce qu'on peut le faire seul, par exemple, pour le sésame, les arachides? Oui, bien sûr. Okay. Pour un hectare, il peut le faire seul. Il n'a pas besoin de chercher de la main d'œuvre, puisque lui-même, un hectare, c'est pas beaucoup. Voilà, il peut le faire. Et un hectare de sésame, c'est beaucoup. Okay. Voilà, l'élevage. Donc, on doit repartir vers ça. Et ce que je dois rappeler, c'est qu'il y a certains de nos parents qui croient que c'est les blancs là. On ne fait pas l'agriculture. Prenez les sacs de riz là. La plupart du riz que nous consommons, du riz qui sont dans nos magasins là, ça ne vient pas d'ici. Ça vient d'ailleurs. Il faut qu'on arrive à inverser la tendance certainement. Mais en attendant, regardez les sacs là. C'est Thaïlande, c'est Chine, c'est Japon. Ça veut dire que ces pays dits développés là, ils sont plus dans l'agriculture que nous. Oui, et ils produisent de grandes superficies. Ça veut dire que leurs enfants partent à l'école et nombre d'entre eux se consacrent à l'agriculture et à l'élevage. Oui. Donc, il faut que nous sachions qu'on ne peut pas abandonner ça. Il faut qu'on encourage les enfants à retourner et ceux qui peuvent accompagner les enfants qui décident de repartir pour travailler la terre, ils n'ont qu'à les accompagner. Parce que là-bas, au moins, je crois que facilement, il ne peut pas perdre facilement le capital. Okay. Voilà, parce que s'il arrive à avoir les semences pour commencer. D'accord, on me signale que l'heure est terminée. Merci beaucoup, monsieur Kieno. C'était intéressant d'échanger avec vous sur la thématique de la pauvreté de la jeunesse. Mais on se dit au revoir ici, puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Allez, à demain.